Bonjour, je suis Annie Goulet de chez Héliotrope. Et Olga Duhamel-Noyer de chez Héliotrope. Nous sommes ravis d'être là aujourd'hui pour vous présenter notre rentrée. 4 livres, 3 romans et un essai. Honneur aux nouvelles voix pour ouvrir la rentrée d'automne. Nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle auteure dans la maison. C'est aussi une voix que vous connaissez puisqu'en 2018, elle avait publié Mère d'invention, un premier roman qui avait fait du bruit. Pour cette rentrée, Clara Dupuis-Morancy arrive chez Héliotrope avec un roman puissant, ambitieux, un roman qui, surtout, a les moyens de son ambition. Le livre s'intitule CDX et je parie qu'il ne vous laissera pas indifférent. Le roman raconte avec générosité le parcours singulier d'une femme dans la connaissance. Et vous verrez que Sadie soit penchée au-dessus de son microscope dans le laboratoire où elle est chercheuse ou que Sadie s'encanaille dans les bas-fonds d'un club queer de Marseille, c'est la même acuité du regard et de la pensée que parvient à montrer Clara Dupuis-Morancy. Je te laisse nous en dire un peu plus sur cette Sadie et sur ton livre, chère Clara. CDX, c'est un livre sur la réinvention. On vit dans la tête d'une femme qui étudie les virus géants, les pandoravirus qui existent dans la nature et qu'on a découvert dans les années 2010 et dont, en fait, le code génétique nous met face à un jamais vu dans le domaine de la science, une sorte de boîte de Pandore. Sadie est quelqu'un qui, à 25 ans, a quitté sa ville, a quitté son pays, a quitté sa famille, a tout quitté pour suivre son mentor, François Régnier, à Marseille. Et elle se conçoit comme ça, comme quelqu'un qui peut tout laisser derrière pour se réinventer ailleurs. Et donc, elle partage maintenant sa vie entre le microscope et la rigueur de la science et les endroits où elle va se défaire momentanément de sa structure dans le corps collectif de la danse, au bar du SCOM, le bar de son amie Véronica, ou quand ils se font dans les playlists de Molly, ou encore quand elle laisse la défonce l'amener dans des voies neuronales qui lui seraient autrement inaccessibles. C'est ça qui a donné son rythme au livre, c'est l'alternance entre cette écriture plus cérébrale et une écriture psychédélique de la déformation, de la perte des limites et même du délire. Sadie vit à travers le désir, la singularité des autres. C'est ça que lui apprennent les virus, c'est à vivre en parasite, dans le fond. C'est-à-dire à dépasser l'enveloppe de l'individuel pour exister par association. Un jour, elle reçoit un appel de Montréal qui la ramène dans une ville où elle n'est jamais retournée, la confronte à une famille qu'elle a désertée. Et loin de la vie qu'elle a choisie, elle devra se pencher sur un nouveau spécimen de pandoravirus qui remet en question à peu près toutes les connaissances, toute la machine de savoir qu'elle a pour le comprendre. J'ai écrit CDX comme un roman de désapprentissage, c'est-à-dire plutôt qu'un livre qui montrerait comment les expériences, les événements de notre vie consolident notre personnalité, construisent notre singularité. J'ai voulu explorer le processus inverse où un personnage suit son désir de savoir jusqu'à se perdre, jusqu'à se défaire soi-même. CDX, c'est l'histoire d'une relation avec l'inconnu qui amène le sujet à désapprendre ce que c'est de penser, ce que c'est de vivre, pour que la pensée prenne corps, pour que la pensée s'incarne. 4 ans après L'Embaumeur, Anne-Renée Caillé nous revient et poursuit son projet littéraire, qui est un projet littéraire vraiment singulier, fascinant, qu'on pourrait qualifier de docu-fiction. Alors, dans ce projet, une narratrice, et je veux pas nécessairement dire que c'est la même narratrice dans les 2 livres, mais je dis pas le contraire non plus, une narratrice va à la rencontre de l'autre pour finalement se rencontrer elle-même, dans un style sobre qui laisse toute la place aux langues ésotériques qu'elle accueille. Anne-Renée, finalement, explore le cosmos autant que l'intime et on est ravis de mener l'enquête avec elle. Alors maintenant, Anne-Renée Caillé elle-même va nous parler de ce 2e livre, Voyance. Alors, Voyance commence avec la visite de la narratrice Anne à un cartomancien en 2017. On lui avait demandé un texte sur sa vision de la sorcellerie. Or, elle n'avait pas de vision de la sorcellerie, alors elle se dit que cette expérience lui en fournira une. Et elle se dit par la suite, pourquoi ne pas écrire un livre à partir de plusieurs voyances? Tout à coup, dans sa vie, elle a envie
qu'on la raconte de façon spéculative. Elle a envie de s'exposer à des inconnus qui ont leur vision d'elle. Elle a envie d'entendre leur langue, mais surtout des récits qui la concernent, mais qu'elle ne connaît pas d'avance. Personne ne connaît évidemment son futur avec certitude, mais à ce moment-là, dans sa vie, elle n'en voit pas les contours de ce futur, outre l'écriture qui est une donnée stable, mais qui est, si on veut, suspendue dans sa vie depuis qu'elle est devenue mère. Les cartes, d'ailleurs, le signalent. Elle est arrêtée, elle est fatiguée. Elle n'est pas désespérée, par contre, il ne s'agit pas de suivre à la lettre les avertissements ou d'attendre que les promesses en surnombre se matérialisent. C'est surtout le processus d'écoute, je crois, qui remet en marche quelque chose. Cet aller-retour du dialogue intériorisé entre les voyances et la vie, qui vont donc déplacer le corps, déplacer l'esprit. D'ailleurs, on lui avait dit que le déplacement de la matière était vraiment sa clé de voûte. Il y a des motifs dans les voyances qui vont revenir et la forcer à réfléchir, par exemple à la maternité, aux conditions de l'écriture dans sa vie, à la façon d'habiter une maison. Et il y a aussi, on lui dira aussi de ne jamais quitter le lac. C'est d'ailleurs près du lac qu'elle va écrire les petites voyances du quotidien qui vont s'imposer à elle. Et donc, il y a cette alternance entre ces petits récits de soi et les récits des voyances. Et les petits récits de soi concernent autant le présent que le passé, comme s'il fallait passer par là pour avoir une vision plus stable et plus franche du futur. Le nouveau livre de Martine Delvaux s'appelle « Pompière et pyromane » et vous l'aurez deviné, il parle de feu. Des feux à éteindre de toute urgence parce qu'ils risquent de nous consumer, mais aussi des feux à entretenir parce que c'est une rage et une colère salutaire qui les a allumés. Le livre s'ouvre justement sur les feux qui ont ravagé l'Australie et la Californie récemment. Et pour autant, ce n'est pas un livre de désespoir. En fait, on sent partout dans ce livre-là un appel à l'éveil, à la mobilisation. Et en fait, comme tous les livres de Martine, c'est un livre d'amour. Pour nous parler de ce beau livre où elle nous invite à la pensée et à l'action, voici Martine Delvaux. Alors, j'ai pensé Pompière et pyromane comme la suite de l'essai que j'avais écrit il y a quelques années, Le monde est à toi, qui était une lettre d'amour à ma fille qui portait sur la transmission féministe. À l'époque, elle avait 14 ans. Aujourd'hui, elle en a 18 ans. Au moment où j'écris Pompière et pyromane, elle est à la veille de son anniversaire, cet âge dont on dit que c'est l'entrée dans le monde des adultes, avec devant elle un horizon qu'on connaît tous, qui est l'horizon de la crise climatique. Et donc, essayant d'écrire cette suite, Au monde est à toi, je me suis retrouvée à penser, à revoir un commentaire que j'avais lu sur Facebook qui portait sur moi. Un garçon avait dit que je lui donnais l'impression d'être une pompière pyromane. Je suppose que c'était une insulte, mais je ne l'ai pas du tout pris comme une insulte, je l'ai vu comme une invitation. Et je me suis dit, c'est une histoire de feu, cette affaire-là. Il faut que je lui donne le feu, il faut que je lui transmette le feu du militantisme, le feu de l'amour, la passion, en lien avec, évidemment, ce feu terrible qui est celui du réchauffement climatique. Et donc, j'essaie de donner le feu à ma fille et aux jeunes de son âge en proposant une lignée de femmes en feu, de jeunes filles en feu, de femmes en flammes, depuis Jeanne d'Arc jusqu'à Greta Thunberg, Autumn Pelletier, en passant par les sorcières, les suffragettes, des peintres, des écrivaines, évidemment. Voilà, c'est ça, Pompière et pyromane. Je vais vous lire le tout début. Et maintenant, comment faire? Comment continuer à vivre quand vivre semble insensé? Comment continuer à espérer quand le temps est lourd et que l'horizon est bouché? Comment continuer à respirer? Comment continuer à rêver? Comment continuer à écrire? Pourquoi se battre quand la lutte semble perdue d'avance? Que peut-on dire pour redonner confiance? Que peut l'amour, mon amour, devant la fin du monde? C'est avec une fierté toute particulière que je vous présente ce dernier livre de la saison, celui de notre propre directrice littéraire, Olga Duhamel-Noyer. Et en plus, c'est un autre livre qui nous appelle à la révolution. Olga brosse dans ce livre-là un portrait chatoyant, non pas de la révolution elle-même, mais du chemin qui y mène, avec son style acéré, lucide, économe, mais aussi pas dénué d'humour. Mais l'œil averti va trouver dès le début des indices que le vernis craque, que la structure est un peu chambranlante. En fait, Olga, dans ce livre, plante le décor et nous révèle son envers.
Le roman s'intitule « Une autre vie est possible ». On a bien besoin d'en rêver ces jours-ci et pour nous inviter à le faire, Olga Duhamel-Noyer. Merci beaucoup, Annie. Une autre vie est possible, c'est un roman qui parle du militantisme au Québec à la fin des années 70. Le livre raconte le rêve que caressaient alors Micheline et son fils Valérie d'un monde meilleur, plus juste. Dans leur appartement montréalais, la lutte s'organise. Micheline est chef de cellule et les réunions s'enchaînent, les soirées en solidarité avec les Chiliens, avec les Argentins se multiplient. La ferveur des camarades est totale et le jeune Valérie espère, peut-être plus que les autres encore, la révolution. Quand sa mère se met en couple avec José, bon danseur de salsa et communiste lui aussi, la vie joyeuse des militants continue sur un même rythme endiablé. Micheline se présente aux élections et tout le monde redouble d'ardeur pour coller des affiches et distribuer des tracts. Valérie sait se rendre utile et José donne un coup de main aussi. Les années radieuses passent ainsi jusqu'à ce que, comme cela peut arriver dans les couples, Micheline décide de rompre avec José. Et là, ça va être un point de bascule parce que José refuse totalement la séparation. Micheline et son fils vont donc devoir fuir l'homme éconduit qui ne veut rien entendre et qui va les traquer encore et encore. Une autre vie est possible, c'est un roman qui parle de la chaleur et de l'espoir révolutionnaire du peuple de gauche, mais c'est aussi un roman qui veut raconter comment cet espoir fou, grandiose même, peut être piétiné par la violence domestique la plus ordinaire. En plus de fêter ces 4 superbes nouveautés, on célèbre aussi chez Héliotrope cette année nos 15 ans. Alors, on a très hâte de vous retrouver cet automne pour célébrer avec vous. Merci de nous avoir écoutés.